Avant qu'on attaque, peut-être, commencer par une rapide présentation. Hem, Comme je suis très égocentrique, on va commencer par moi. Je m'appelle Aurelio et je suis le cofondateur de WP Umbrella. WP Umbrella, pour ceux qui connaissent pas, c'est une solution qui permet aux agences et aux freelances de faire toute leur maintenance WordPress en quelques clics depuis un dashboard. Solution qui est utilisée par Pilotine. Heu et puis c'est mon deuxième webinar aux côtés de Julien. Et cette fois, on a décidé d'inverser les rôles. C'est moi qui vais embêter Julien avec toutes mes questions et c'est surtout lui qui va parler. Voilà, je te passe la main. J'espère que vous trouverez ce webinaire super intéressant. Yes. Merci Aurelio. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, puisque aujourd'hui c'est Aurelio qui gère. Donc s'il vous plaît, posez un max de questions. Comme ça, il sera bien occupé et il pourra répondre à tout le monde. Je vais parler de pas mal d'outils, parce que le but du jeu, effectivement, c'est de vous présenter tout ce qu'on utilise au quotidien chez Pilotine. Et Aurelio pourra mettre aussi les liens vers les différents outils dont je parle. Et si vous avez d'autres outils complémentaires que vous aimeriez recommander qui font à peu près la même chose que ce que je montre, n'hésitez pas à faire vos recommandations aussi dans le chat. C'est un peu le but qu'on puisse partager nos différentes expertises, nos différentes méthodes et méthodologies, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans le domaine aujourd'hui qui participent à ce webinaire. Donc voilà, c'est l'objectif et n'hésitez pas à faire un petit coucou et à vous présenter dans le chat. Donc pour ma part, je m'appelle Julien Doromo, j'ai 32 ans, je suis le fondateur de Pilotine, donc qui est une agence de communication digitale lyonnaise de 26 personnes. Je suis fan de running en plus du digital et je suis papa de 2 petits garçons. Et tout ça pour passer un peu à la présentation de Pilotine pour vous donner juste un contexte, histoire que vous voyez dans quel contexte on utilise ces différents outils, on utilise cette méthodologie. Donc nous, notre vision, c'est de vouloir devenir un acteur français de renom dans la mise en place des outils digitaux et de la montée en compétences des PME et ETI. Donc on travaille principalement avec des PME et des ETI françaises pour leurs projets d'image de marque, de développement de notoriété, de développement des ventes et de recrutement des futurs talents. En gros, on fait des outils de communication digitale. On ne va pas faire des ERP, des CRM, des trucs trop techniques en lien avec les outils métiers de l'entreprise, mais on va faire tout ce qui est en lien avec sa communication digitale, son image de marque et ainsi de suite. Au niveau de notre posture, enthousiasme, dépassement de soi et partage, c'est dans ce cadre-là qu'on fait énormément de contenu, de webinars et qu'on partage en toute transparence tout ce qu'on fait chez Pilotine. Et nos facteurs différenciants, pour que vous puissiez nous mettre dans une case, c'est qu'on est des spécialistes du sur-mesure avec WordPress, qu'on est Calliope, et du coup, on fait de la formation aussi. On fait beaucoup d'accompagnement design, branding, UX, UI, et on intervient pas mal dans le domaine de la sécurité, enfin, RGPD, souveraineté des données, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et du coup, notre raison d'être, c'est de donner du sens aux ambitions digitales et faire grandir les autres en y prenant le plus de plaisir possible. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne chez nous aujourd'hui. Quelques exemples de projets. On a pu travailler sur le site commercial d'Euronews, le média européen. On peut travailler aussi pour des boîtes comme Acting, qui fait du management stratégique et opérationnel externalisé en finance et RH, donc pur B2B. Ou encore pour Gestétudes, qui cible là pour le coup les étudiants et ils font un site pour présenter leur offre de logement étudiant. Voilà, donc on peut travailler sur différents univers et tout ça, mais notamment dans le domaine de la communication digitale. On est certifié par plein de monde. On fait beaucoup de recherche et développement, donc du coup aussi, on doit traquer et gérer ces projets de R&D. On est contributeur actif sur WordPress, on fait pas mal de plugins et contributeur actif sur Figma aussi pour la partie design. Donc je vais vous parler bien entendu de ces deux outils. Et une spécificité qu'on peut avoir, c'est qu'on va vraiment être sur de la co-construction. Donc, qui dit co-construction nécessite justement une gestion de projet adaptée et du coup une stack technique adaptée. Notamment, on va intervenir sur les ateliers d'identité de marque, sur les ateliers naming, sur les ateliers UX, l'expérience utilisateur, ou encore sur le cadrage des cahiers des charges. On est vraiment là pour co-construire avec notre client. Alors, de plus en plus de personnes ont ce positionnement-là. On n'est pas juste simple prestataire technique, mais on a pas mal d'ateliers, ce qui nécessite beaucoup de flexibilité dans le cadre du projet, parce qu'entre ce qui va être signé et ce qu'on va faire à la fin, il peut y avoir pas mal de différences. Au niveau de la team, donc du coup, je vous disais, bon là, il en manque 2, mais on est 26. On a toute une partie capitainerie, donc avec moi et Alix, conseil en stratégie digitale, la partie avant-vente, les chefs de projet, la direction artistique et le développement WordPress.
Donc, pour qu'une équipe de cette taille-là puisse bien fonctionner, on a en gros une personne qui manage chaque pôle. Donc, du coup, c'est toujours la personne qui est à gauche en général, qui va manager son pôle. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien fonctionner en interne chez Pilotin. Allez, maintenant, on va parler un peu plus outils. Et après, Julien, vas-y. peut-être, avant de rentrer dans les outils, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'avoir un minimum de processus quand on bosse en agence web? Parce que le web, c'est versatile, ça va très, très vite, et peut-être que pour que les gens comprennent avec nous, la plus-value de ce truc. Pourquoi il faut de la gestion de projet et pourquoi il faut un minimum de process et d'outils? Exact, très bonne question. Alors pourquoi? C'est parce que déjà, il y a pas mal d'étapes. Bon, alors chez nous, on en a référencé 10, mais en vrai, il en existe beaucoup plus. Je vous montrerai après l'envers du décor en allant sur notre outil de gestion de projet. Vous verrez qu'il y a largement plus d'étapes que ça. Parmi toutes ces étapes, il peut y avoir des moments de flou, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir du dépassement des délais, il peut y avoir plein d'interlocuteurs qui arrivent en cours de route. Et si on veut que le projet aille de A jusqu'à Z et qu'on souhaite respecter correctement toutes ces étapes, eh bien, de projet en projet, on va améliorer notre process. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un process de base, mais qui est extrêmement flexible, qui va être évolutif, et d'avoir des outils qui vont nous permettre justement de gérer cette évolutivité. On a beaucoup d'interlocuteurs, on a beaucoup de thématiques, on a beaucoup d'étapes, et donc du coup, des outils de gestion de projet et tous les autres que je vais vous présenter nous permettent justement d'avoir cette flexibilité-là. Chez Pilotin, donc ça fait 10 ans qu'on existe maintenant. En 10 ans, on a vu de nombreux cas. On ne les a pas tous vus, on en verra encore des centaines d'autres. Et chaque cas, chaque client pour qui on a pu travailler, eh bien, on a rajouté des petites briques à ce process-là. Et du coup, d'où l'intérêt justement de s'être outillé correctement pour répondre à des standards de qualité et pouvoir accompagner les clients et faire en sorte qu'à la fin, eh bien, ils soient amplement satisfaits. Du coup, avant de repartir dans les outils, peut-être je vais vous présenter juste un process général quand on intervient, par exemple, dans le cadre de Pilotin sur un projet de refonte de site ou de création de site. Donc, on a la partie avant-vente. Lors de l'avant-vente, en fait, on a une partie un peu amont qui est la génération du lead. Chez Pilotin, on a 0 commerciaux, c'est-à-dire que tous les leads sont générés via le marketing. Donc, ça occupe 2 personnes, on va dire, pour justement créer des contenus, créer des articles de blog, se donner de la visibilité sur LinkedIn, faire de la publicité sur Google avec la partie Google Ads et tous ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'on va attirer justement du trafic sur notre site. Une fois que ce trafic il est arrivé sur notre site et que les gens ont fait une demande de devis, eh bien on va qualifier le besoin. Ensuite, on a un questionnaire d'avant-vente, une note d'intention, un chiffrage, puis une signature. En deuxième étape, quand c'est signé, on va faire une réunion interne de pré-lancement où en général, il va y avoir les devs, un dev, un chef de projet et un designer. Ensuite, on a la réunion de lancement, là où on inclut le client. Donc, le but du jeu, c'est de se rencontrer avec le client et de lancer vraiment le projet et faire en sorte qu'il rencontre tous les interlocuteurs du projet. Ensuite, on va définir en général l'arborescence et on va faire tous les ateliers. S'il y a un logo à faire, s'il y a du naming, une charte graphique, s'il y a de l'UX, s'il y a du SEO, s'il y a tout ça, on va faire tous nos ateliers sur cette partie initiale. Puis après, création des contenus, validation des wireframes, donc c'est toutes les maquettes en noir et blanc, validation du web design, puis on passe à la production, donc c'est là qu'interviennent les développeurs. À chaque fois, il y a des étapes avec une validation. Donc, on fait signer ça au client. On a un outil de signature électronique que je vous présenterai après qui permet de faire toutes les signatures. Puis, on va intégrer les différents contenus sur le site, alors soit de notre côté, soit du côté du client. Et enfin, quand le site est validé, on a formé le client à l'étape d'avant, on inclut tous les contenus sur le site et là, on a la mise en ligne du site internet et après, on va gérer le site web sur le long terme, ce qu'on appelle la maintenance et la TMA. Ce qui nous permet vraiment d'avoir tout le cycle de vie du client jusqu'à la mise en ligne. Et après, en fait, on a des contrats annuels qui nous permettent de faire l'hébergement, la maintenance et la TMA, donc c'est-à-dire l'évolution du site internet. C'est corriger les bugs et après gérer toutes les évolutions. Le client veut finalement une fonctionnalité supplémentaire, il veut faire une petite refonte d'une partie, il veut revoir sa page d'accueil, il veut faire ci, il veut faire ça. On va pouvoir l'accompagner sur tous ces éléments-là. En général, un client chez nous, il va rester 5 ans, 6 ans. Dans tous les secteurs, à peu près, on a 10% des clients qui partent tous les ans. Donc, malheureusement, voilà, il y a eu un changement, il a revendu sa boîte, il a fait ci, il a fait ça. Donc 10% des clients qui partent tous les ans
Et tous les ans, vu que nous, on travaille sur une cinquantaine de projets, on a une cinquantaine de clients qui arrivent et puis 10% qui partent tous les ans, au stade où on en est actuellement. Au début, c'était un petit peu moins et forcément, plus la boîte grossit, plus on a de projets à gérer. Du coup, pour faire tout ça, on a pas mal d'outils. Au niveau des outils, on a des outils en lien avec la production, notamment Notion. On va avoir toute la rédaction de nos processus de développement, de design, de gestion de projet. Donc, la majorité de nos process se trouve sur Notion aujourd'hui. Ensuite, on a WordPress, c'est l'outil phare chez Piotine qui nous permet de développer nos sites internet. On a Octopus qui va nous permettre de faire la création des arborescences. On a ZooSign qui va nous permettre de faire la signature électronique. On a Monday aussi qui va nous permettre de faire la gestion de projet et de gérer l'intégralité du projet avec le client et qu'il ait une interface pour faire ses retours, tous ces éléments-là. On va utiliser aussi Google Suite, Drive, Gmail, Calendar, Google Meet pour faire les visios et ainsi de suite. On va utiliser Figma pour la partie design. Donc, c'est là que les clients vont valider l'intégralité des wireframes, donc les trucs en noir et blanc, enfin les maquettes en noir et blanc, et donc surtout pour le parcours utilisateur. Et après, la partie des maquettes graphiques designées, où là, on est sur la partie user interface, UI, via Figma. Et après, avec Slack, ça va être notre messagerie interne où on va pouvoir s'échanger tout plein de trucs au quotidien sur l'intégralité des projets. Donc ça, c'est notre stack technique pour la production. Je vais passer rapidement sur les autres parce qu'il y a peu d'intérêt dans le lien de ce webinaire, mais vous le saurez. Pour la partie logiciel de paie, gestion des absences, les congés, les notes de frais, l'onboarding, les machins, les bidules, on a Payfit. On a Payfit qui va nous permettre de gérer tout ça et d'éditer nos fiches de paie. On va avoir Alan aussi pour gérer notre mutuelle. Donc, avant, on était chez AXA, on est passé chez Alan qui nous permet de tout gérer en ligne. Comme Payfit, c'était vraiment très simple. On a gardé notre expert comptable pour la partie expertise comptable. Par contre, tout ce qui est lié aux fiches de paye et la partie RH, on est passé sur Payfit. Donc, Alan pour les mutuelles et Swile pour la partie ticket resto. Et ensuite, on a des outils de marketing et de vente aussi que je vous présenterai très rapidement. ActiveCampaign pour gérer tous nos contacts, nos newsletters, notre marketing automation. On a ZooBooks qui va permettre de gérer la partie comptable, facture, devis, gestion des impayés et tout ça. Enfin, relance plutôt, parce qu'on n'a pas d'impayés, mais relance. Google Sheet qui nous permet de pouvoir gérer, par exemple, des tableaux financiers et tout qui vont être complémentaires aux outils qu'on a déjà. Et Google Slide pour faire nos présentations, nos notes d'intention, les petits suivis et ainsi de suite. Donc voilà au niveau de l'intégralité des outils qu'on peut utiliser. Et à ça, il s'en ajoute d'autres. Wallaxy, ActiveCampaign, c'est notre outil de marketing automation. On a O2 Switch qu'on utilise pour la partie hébergement. On a WP Rocket qui va nous permettre de gérer justement le cache des sites internet et les performances. SEMrush pour le référencement naturel. HubSpot pour la partie CRM et Pledzi aussi en outil de marketing automation. On utilise tout cela au quotidien et HubSpot et Pledzi, c'est juste qu'on travaille avec eux en lien avec les projets de nos clients, mais sinon on ne l'utilise pas pour nos propres besoins aujourd'hui, puisqu'on travaille plutôt avec ActiveCampaign pour la partie marketing automation pour nos propres besoins. Donc voilà, ça vous fait beaucoup d'outils, mais vous inquiétez pas, je vais les montrer un par un pour voir comment on l'utilise chez Pilotine et comment vous pourriez potentiellement les utiliser aussi chez vous. Ça pourra vous donner un bon feedback. Donc les étapes du projet, on l'a déjà vu. Donc du coup, je vais passer à la démo. Alors, déjà en préparation, j'avais posé une petite question à ChatGPT. Comment gérer un projet web? Eh bien, il nous dit tout simplement qu'il faut définir les objectifs du projet en amont, établir une liste de tâches et un calendrier, identifier les acteurs impliqués, utiliser une méthodologie de gestion de projet, communiquer régulièrement, tester et valider, et après lancer et maintenir. Donc, comme quoi, on ne s'est pas trop planté. Si ChatGPT le dit, eh ben, nos 10 ans d'expérience n'ont pas servi à rien puisque c'est ce qu'on avait mis en place chez nous. Donc ça, c'est cool. Alors, première étape chez nous. En général, les gens, ils arrivent sur notre site, ils naviguent sur les pages, machin, tout ça. Et par exemple, ils arrivent sur la page création de site WordPress où ils tapent Agence Digitale Lyon. En général, on est bien placé dans les 4 premiers résultats. Et ils tombent sur certaines pages où on va avoir ce qu'on appelle un appel à l'action, comme par exemple ce document-là. Enfin, ce formulaire-là. 2 minutes pour fixer le budget de votre projet web. D'ailleurs, si vous voulez faire le test, je vous invite à tester avec ça. Hop, je vous mets le lien.
ça vous permettra de faire le petit test sur cette page pour fixer le budget de votre projet web. En gros, les gens remplissent tout ça. Une fois qu'ils ont rempli ça, c'est connecté. Donc ça, c'est fait avec Typeform. Typeform, c'est un outil qui permet de générer des formulaires un petit peu sympas comme ça, avec plusieurs étapes un peu marrantes. Et on peut mettre des images, des gifs, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Une fois qu'on a capté le lead, eh bien, on va faire une étape de qualification. C'est-à-dire qu'il y a Nat, chez nous, qui va appeler tous les gens qui ont soit rempli ce formulaire, soit rempli le formulaire de contact, soit m'ont contacté sur LinkedIn, soit on fait d'autres demandes à gauche, à droite, viennent d'un partenaire ou autre. Elle va appeler la personne pour qualifier son besoin. Bonjour, est-ce que vous avez vraiment un besoin de projet? Oui, non. Est-ce que vous avez une idée de votre budget, de votre planning, de tous ces éléments? Elle va essayer de qualifier, voir si le projet il est mature ou non. Si le projet est mature, elle va lui envoyer un second document qui va être ce doc-là. Donc, c'est un questionnaire plus approfondi. Ça va mettre à peu près 20 minutes. Nous, en gros, on est clairement dans une période de vie de la boîte où on a suffisamment fait marketing pour pouvoir un peu plus qualifier nos prospects et donc ne pas répondre et ne pas envoyer des devis à tout le monde. Donc, en gros, nous, on va pouvoir envoyer des devis qu'aux personnes qui ont pris au minimum 20 minutes pour remplir après ce document-là. En remplissant ce document, nous, on va pouvoir générer en fait une note d'intention qui ressemble à ça. Donc là, par exemple, on a un template de note d'intention. Donc, on utilisait Google Form, hein, tout simplement. Et là, on va utiliser Google Slide. Et en fait, sur ce document de note d'intention, vous voyez qu'il y a des petits crochets ici. En remplissant le formulaire, eh bien, le client va nous permettre de pré-remplir automatiquement la note d'intention. On va retrouver, par exemple, ici, les éléments en lien avec le projet, les besoins du projet, présentation de la société, pourquoi le projet est nécessaire, leur cible, leur positionnement, leurs concurrents, leur machin, tout ça. On va avoir. Ils peuvent aussi nous envoyer une idée d'arborescence qu'ils peuvent avoir et ainsi de suite. Et ça va pré-remplir automatiquement tout le document. Comme ça, nous, en gros, on économise à cette étape-là entre 2 et 3 heures pour justement après se concentrer sur les étapes à forte valeur ajoutée sur ce document. Parce que sur Et un en projet. plus, Ouais, en plus du temps que vous allez économiser en interne, c'est aussi une super façon pour votre client de s'assurer qu'il est en capacité d'exprimer clairement son besoin. exactement. Et c'est le plus important. Excuse-moi, je me suis permis d'intervenir, mais ça me semblait important parce qu'il y a rien de pire. Et en fait, les clients souvent n'ont pas une appétence pour le digital qui est très poussée et Mhm. ils arrivent avec des besoins qui sont pas clairs et vraiment de prendre le temps de qualifier vos leads, et de forcer vos clients à travailler en fait, pour s'investir sur un projet qui est important, parce que la réalisation d'un site web, c'est important en 2023. C'est Ouais. hyper important et c'est hyper intelligent. Pardon, Yes. j'arrête de Non, non, mais tu fais bien. Vas-y. Interromps-moi dès que tu peux, parce que comme ça rend, ça rend un peu plus dynamique le truc. Et bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par exemple, ce qui est hyper important dans ce document, c'est cette slide. Sur cette slide, on va demander, bon, tout simplement l'entreprise, le prénom, le rôle de la personne, et là, ça devient important. Êtes-vous le décideur final sur ce dossier? On pose la question, ils remplissent oui, non. Et bizarrement, dès que c'est non, et qu'on n'est pas en contact avec le décideur final, typiquement, le cas classique qui arrive là sur 10% des leads qu'on a en ce moment, c'est on a une personne qui est en alternance en face de nous. En gros, une personne en alternance, elle nous dit, je ne suis pas le décideur final. Est-ce que le décideur final peut venir au rendez-vous avec vous? Non, parce que c'est moi qui gère machin. On est sûr à 100% qu'on fera jamais le projet. Tout simplement parce que c'est une personne, en gros, qui va faire ça vite fait, bien fait. Le décideur final, il n'en a pas grand-chose à faire. Du coup, il a dit, allez, je file ça à un alternant, on n'en parle plus. Et du coup, en fait, ça nous permet tout de suite aussi, déjà de voir les gens qui ont pris le temps de remplir le document et de voir qui on a vraiment en face de nous et de poser ce type de questions. Parce que ça, à l'oral, c'est un peu plus dur à poser. Par contre, dans un formulaire, c'est hyper facile et nous, tout de suite, on a la réponse. Et alors, bien entendu, quand c'est bien structuré, tout ça, on répond quand même, mais très compliqué de signer un projet parce que ça joue toujours au prix quand on n'a pas le décideur final en face de nous. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour poser toutes les questions. On leur demande aussi comment ils nous connaissent et ainsi de suite. Ça vous permet de remplir vos bases de données et de préqualifier, de qualifier et de pouvoir faire une proposition beaucoup plus pertinente à votre prospect. Donc ça, pour nous, c'est une arme, enfin, c'est pas une arme, on va dire, c'est une aide énorme à mettre en place notre machine à gagner des leads, puisqu'on va mettre en place tout de suite une relation de confiance avec notre prospect. On va tout de suite lui proposer une approche hyper stratégique, parce qu'en gros, il nous aura donné quelques billes en remplissant le formulaire. Et du coup, ça nous permet vraiment de bien appréhender le projet et de faire une super proposition derrière. En parlant de proposition, une fois qu'on a tous les éléments, qu'on a structuré la presse, qu'on a vu avec lui la stratégie, qu'on a travaillé un petit peu sur une
arborescence. On reviendra après sur l'arborescence. Eh bien, on va faire un joli devis. Pour faire un devis, nous, on utilise ZooBooks. Avec ZooBooks, eh bien, on va pouvoir créer très facilement un devis. Je vous montre. Par exemple, allez, je vais prendre le client Pilotine. Celui-là, je le connais. Hop, je prends le client Pilotine, je vais lui faire un projet de site internet. Et ben, hop, j'ai des trucs en bloc. Donc, c'est-à-dire que pour nous, un site, il a toujours les fameuses 10 phases dont j'avais parlé, mais sur la partie devis, il en a 7, je crois. On a l'introduction, conseil et recherche, co-conception, production du site, on a de la gestion de projet, on a de la formation, s'il a du e-commerce, on a la partie e-commerce, et on a la partie sur mesure. J'ai juste à cliquer sur ajouter les articles, et yopla boum, j'ai ma base de devis avec exactement tout ce qu'on met à chaque fois sur les sites web. Et on va customiser seulement 2 parties. La première partie, eh bien, c'est la liste de toutes les pages qu'on va designer, page d'accueil, page à propos, machin, parce que c'est ce qui est le plus important au final. Une fois qu'on a fait nos trucs de dire que le site il est optimisé pour le référencement, il a ci, il a ça, il est tout beau, tout propre en gros, eh ben, nous, le temps de design il va être impacté très fortement en fonction du nombre de pages qu'il y a à designer. Du coup, on fait la liste de toutes les pages à designer et on a un petit ratio qui nous permet de mettre un nombre de jours en face de ça. Imaginons, là, pour 8 gabarits, on met 5 jours. Après, on sait que ça a le même impact en production, mais on ne change rien. On sait qu'on en a pareil, par exemple, pour 5 jours de taf en production. Et après, le gros du boulot, il va être sur la partie gestion de projet. Donc, plus le projet est gros, plus on a de temps de gestion de projet. Donc, on rajoute du nombre de jours aussi sur la gestion de projet. Et après, plus on a des fonctionnalités sur mesure, plus on a du temps dédié. Imaginons s'il veut des animations sur mesure de ouf, une version mobile de ouf, qu'il veut un site multilingue, qu'on veut un espace recrutement, qu'on veut ci, qu'on veut ça. Et ben encore une fois, c'est ici qu'on va mettre toutes les fonctionnalités. Fonctionnalité 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va mettre un nombre de jours associé à tout ça, par exemple 5 jours. Et ça va nous donner le budget final de notre site, par exemple ici à 13 800 euros. Pour certaines personnes, 13 800 euros, ça peut être un énorme budget. Pour d'autres, c'est tout rikiki. Il faut savoir que chez nous, sur les 2 derniers mois, les budgets moyens qu'on signe, ils sont aux alentours de 20 30 000 euros. Nous, on a ce positionnement-là parce qu'on est sur de la PME ETI qui a des gros besoins d'avoir des ateliers en amont, d'avoir un design assez avancé, d'avoir eu beaucoup de gestion de projet, d'avoir un vrai accompagnement pour aboutir à un site qui corresponde à l'ensemble de la stratégie de leur entreprise. Du coup, ça nécessite énormément d'étapes et énormément de temps. C'est pour ça qu'on est sur des budgets qui oscillent en général entre 10 et… Alors, notre plus gros, on est sur du 100 et quelques milliers d'euros, mais voilà, entre 10 et 100 000 euros, c'est le budget moyen dans une boîte comme la nôtre. Donc voilà pour Zoho. Ensuite, une fois que c'est signé, on va passer à la partie arborescence. Donc sur la partie arborescence, on va faire ce genre de truc-là. C'est-à-dire qu'on va faire avec le client, donc en co-construction, on arrive, on fait déjà des premières ébauches, mais après on va définir avec lui ce qu'on va mettre sur la page d'accueil. Et on va définir des sections. Vous voyez ici la section Qui sommes-nous, nos offres, on va mettre des réassurances, blog actualité, un livre blanc, des trucs comme ça. Si d'ailleurs c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou ceux qui regardent en replay à nous demander. Je peux vous envoyer des modèles d'arborescence, je peux vous envoyer pas mal de modèles sur un peu tout ce que je vous ai montré, des modèles de devis, des exemples comme ça. Donc n'hésitez pas à faire la demande pour que je puisse vous les envoyer et je le ferai avec plaisir. Donc on va définir toutes les pages, tous les gabarits, tous les types de pages qu'on va avoir, les catégories, les pages contacts, les pages de ressources, les pages réalisation qu'on va retrouver sur le site. Et ça va nous donner une arborescence un peu costaud. Si nos sites ils sont entre 10 et 100 000 euros, c'est aussi parce que ce sont des sites en général costauds. D'un point de vue du nombre de contenus, de l'état d'avancement du design et aussi d'un point de vue fonctionnalité, parce qu'on va avoir souvent des fonctionnalités multilingues, multisites, des parties e-commerce et on va avoir aussi régulièrement un espace recrutement, parce que vu qu'on est sur de la PME en général d'une centaine de salariés, voire jusqu'à 2-3 000, on recrute régulièrement des nouveaux talents et du coup, il faut un espace recrutement. Donc ça, Octopus, c'est vraiment génial. Les clients se l'approprient énormément et ça permet vraiment de valider des zonings, enfin une arborescence, donc on voit toutes les pages qu'il y a à designer, mais aussi surtout des zonings. Comme ça, après, on gagne vachement de temps parce qu'on sait que sur la page d'accueil, on va trouver ça, 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 ça. Et donc, c'est très facile après à aller à l'étape d'après. Une fois que cette étape-là est validée, on passe à Figma chez nous pour faire toutes les pages. Donc, vous avez vu, l'arborescence, c'était costaud, donc ça fait pas mal de pages. Et du coup, on va retrouver chaque page qu'on va maqueter. Donc là, c'est le site de Pilotine, pour pas prendre de risques au niveau de la confidentialité avec des clients. Je vous montre les maquettes du site de Pilotine.
on va maqueter les différentes sections qu'on a vues sur notre site. D'abord, en noir et blanc pour ce qu'on appelle les wireframes, histoire de valider l'organisation des contenus dans l'espace. Et après, on va valider l'aspect graphique du site. Et on va mettre toutes nos sections, les éléments dynamiques, les machins, les bidules. Et pareil, le client va pouvoir valider tout ça. Il y a un système de commentaires, c'est-à-dire que le client il peut laisser un petit commentaire sur Figma en disant mettre plus à gauche, j'en sais rien, je ne vais pas le valider. Mais bon, on peut commenter tous ces éléments-là. Une fois que tous les commentaires ont été mis et que ça a été validé, on signe ça avec ZooSign, histoire que ce soit validé en disant je valide bien tacitement, explicitement les maquettes. Ça évite tout problème par la suite, parce qu'il y a tellement de clients après qui changent d'avis que nous, on les autorise bien entendu, mais du coup, ça implique de passer plus de temps sur le projet. Donc, on signe et on valide les maquettes. Alors, bien entendu, je ne vous ai pas parlé de Monday. Donc, Monday se situe au centre de tout ça, puisque, donc là, je vous ai copié un petit tableau Monday type. Donc, on va avoir toutes les étapes ici du projet. On va avoir toutes les étapes du projet. Donc, par exemple, ici, on va avoir les ateliers. Atelier 1, atelier 2, atelier 3. On va voir qui est impliqué, combien de temps a été défini pour chaque atelier, combien de temps on a réellement passé. Donc, du coup, par exemple, on voit ici qu'on avait 35 heures d'estimé sur ces ateliers. On en a passé 24 heures. Donc là, on est pas mal. Ensuite, sur la partie gestion de projet. On avait prévu 10 heures de gestion de projet. Et t'en parlais tout à l'heure, Aurélio, effectivement, c'est important de faire de la gestion de projet et de l'inclure, parce qu'en fait, on voit qu'on en a passé finalement 18 heures. Donc, ça a été beaucoup plus long que ça. Tous les échanges, le client qui repousse, il est plus disponible, il fait ci, il fait ça, machin, tout ça. Il faut traquer notre temps. Et donc, chaque personne qui intervient sur les projets traque son temps. Chaque personne va vérifier quelle tâche lui est attribuée, et ainsi de suite. Donc, on voit que là, Est-ce que oui. est-ce que là-dessus, quand tu t'es trompé, dans ton devis initial, enfin trompé, quand tu as mal estimé ton devis initial et qu'en fait, la gestion de projet, va te prendre 3-4 jours de plus, est-ce que tu réajustes le devis en conséquence? Et comment tu l'expliques à tes clients? Et après, on a une question d'Olivier dans le chat, sur laquelle on reviendra. Alors, excellente question. La première réponse, ça sera non. En gros, si nous-mêmes, on a mal estimé le temps et que finalement, ça en demandait plus, bah, tant pis pour nous. C'est pour ça que sur le genre de projet, on est gagnant à certains endroits, on est perdant à d'autres. À la fin, le but du jeu, c'est d'être équilibré. Et encore plus quand on a une vision. Donc là, c'est une vision micro sur, on va dire, une étape du projet. Une vision un peu plus macro, ça serait sur l'intégralité du projet. Par exemple, si je descends tout en bas, on voit que finalement, on avait prévu 200 heures. On a passé 146, du coup, on est pour l'instant gagnant de 39. Honnêtement, là, je vous ai montré un exemple d'un projet qui n'est pas encore terminé. Mais on a encore 39 heures de RAB pour terminer ce projet. Et ensuite, on a même le macro-macro, c'est au niveau de l'intégralité des projets qu'on gère. Il y a des projets, on est perdant de 100 heures, d'autres, on est gagnant de 100 heures, machin. Tant qu'à la fin, sur 6 mois, on fait souvent au semestre. Au semestre, on est gagnant sur l'ensemble de nos projets, on est pas mal. Donc la première réponse est non, surtout quand on s'est trompé nous. La deuxième réponse, c'est carrément quand c'est le client qui rajoute des éléments en cours de route. Donc c'est pour ça qu'il y a en général, à la moitié du projet, on fait ce qu'on appelle un avenant. En gros, tout le monde se pose, on dit alors, cher client, vous aviez rajouté ça, on avait retiré ça. Au final, au but du jeu, on est kiff-kiff, c'est zéro, donc ça va, personne, enfin, vous nous devez rien. Ou finalement, ça rajoute du boulot. Vous avez demandé, par exemple, à rajouter un espace recrutement. On fait un petit devis, et puis l'espace recrutement, ça va être 3, 4, 5 jours de plus entre le design, le dev et machin. Donc, si on s'est foiré, nous, tant pis pour nous. Si c'est le client qui rajoute des éléments, bien entendu, là, on va faire des avenants et des ajustements au devis et au budget. Très clair. Top. On avait pour qu'on ne soit pas trop loin de l'origine de la question, Olivier nous demandait, dans le chat quand tu présentais les maquettes sur Figma, si les wireframes étaient également faites sur Figma. Oui. Alors, donc tout ce qui est wireframe, alors là, je les ai pas sur le site de Pilotine, mais tout ce qui est wireframe, effectivement, est fait sur Figma. Enfin, du coup, c'était les mêmes, mais en noir et blanc avec moins d'éléments graphiques. Mais en gros, on fait tout valider sur Figma, la partie noire et blanche. Et après, le designer va reprendre cet élément-là, il va rajouter les couleurs, va donner les styles, va faire tous ces éléments-là, va rajouter les illustrations et ainsi de suite, ce qui va donner la tête finale du site internet. Mais on a bien la première étape wireframe qui est sur Figma et l'étape de web design qui est encore sur Figma. Le seul truc qui touche au design qu'on fait en dehors de Figma, ça va être l'arborescence et le zoning, et ça va être tout ce qui va être les illustrations, les logos et tout ça, qui vont plutôt être faits sur Illustrator en général. Super, très clair.
Pour Top. la, pour la petite histoire, nous, chez Umbrella, on Ouais. fait plus de maquettes. On les code directement en live sur Tileweed. Et on s'enferme dans une pièce pendant 24 heures et on fait le front-end de l'interface en live sur Tileweed, ce qui est très fatigant pour les développeurs, mais ce qui nous permet d'avoir vraiment un rendu qui est au plus proche de ce qu'on estimait être la meilleure expression du besoin. Ouais. Alors ça, Voilà, c'est ça marche bien ça quand tu es en mode effectivement agile ou que c'est pour ton propre besoin, effectivement. Après quand tu vends justement au forfait, il faut mettre quand même quelques garde-fous et il y a besoin de valider certaines étapes parce que ça demande pas mal de temps après pour faire des ajustements. Mais si tu es en mode, unité d'élite et tu as 24 heures pour sortir quelque chose, je suis d'accord avec toi, ta méthode est super bien et peut fonctionner dans d'autres systèmes d'entreprise ou si on fonctionne en mode agile, ça fonctionne bien aussi. Et on est en train de le voir, nous, on vient de passer de 2 à 6, et à 6, l'absence de procès est un chaos. Et je pense que tous les outils que tu partages aux gens qui sont dans ce webinaire sont hyper utiles. Yes. Alors donc du coup, on a l'estimation du temps. Les gens peuvent faire le tracking. Il y a juste à appuyer sur le petit play là et hop, ça lance le tracking. Comme ça, on sait combien de temps ils ont passé dessus. On peut mettre des dates. On sait quand est-ce qu'il faut sortir le truc. Et surtout, on peut attribuer des tâches aux différentes personnes. Si j'ai envie de me mettre sur cette tâche-là, eh ben, je mets Julien, hop, il y a ma petite tête. Et du coup, j'ai un récap dans mes notifications en disant qu'il faut que je fasse tel élément. Alors, moi, chez Pilotine, je ne suis pas opérationnel. Donc, en général, j'interviens assez peu sur Monday, à part pour être sur les récaps, regarder la rentabilité, ces éléments-là, et checker un petit peu que tout va bien. Mais sinon, c'est les chefs de projet qui gèrent leur projet, qui gèrent les équipes, et ainsi de suite. On a ensuite un plan. On a ensuite un plan Kanban. Donc, on peut retrouver les différents éléments en plan Kanban ici, les wireframes, tous ces éléments-là. On va avoir les différents éléments. On peut avoir la charge de travail aussi des différentes personnes. Donc, si on mixe plusieurs tableaux, plusieurs projets en même temps, parce qu'on peut faire des tableaux récap de tout ça, on peut voir par exemple que là, Estelle est bien occupée à cette date-là. Et bien, du coup, si elle a 4 projets en même temps ce même jour, on voit que le rond, il est plein. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut rien rentrer de plus là-dedans. Donc, on peut voir aussi l'allocation du temps par personne. On peut avoir un récap Gantt. Ça, des fois, les clients, ils aiment bien avoir le récap Gantt. On va faire un joli petit screenshot et on voit exactement quelles sont les étapes, qui doit faire quoi à quel moment. Et on peut avoir aussi une vue calendrier. Enfin, il existe plein de vues. Je sais que nous, celle qui fonctionne le plus, c'est celle par défaut. Et après, le Gantt, c'est vraiment pour faire des petites présentations, pour dire voici comment ça se déroule. Mais après, il va s'ajuster tout seul en fonction de ce qu'on met sur la vue par défaut. Voilà, au quotidien, on utilise aussi beaucoup Gmail. Alors sur Gmail, les trucs que je vous recommande énormément, c'est d'utiliser les modèles. On a des modèles pas mal, par exemple, pouf, j'ai tout mon mail de présentation de comment ça fonctionne chez Pilotine. Ils peuvent trouver le questionnaire, ils peuvent retrouver notre présentation, notre machin. Donc d'utiliser les modèles de mail permet de gagner énormément de temps au quotidien. Donc ça, c'est pas mal. Autre élément qu'on utilise beaucoup, ça va être les filtres. Hop. Au niveau des filtres, vous allez voir, on en a masse. Enfin, moi, j'en ai vraiment beaucoup. C'est pour vous éviter d'avoir à transférer toujours le même mail à la même personne ou ainsi de suite. Par exemple, toutes les correspondances de ce mail-là, par exemple, c'était quelqu'un qui devait nous harceler, et ben boum, supprimer directement. Donc, ça permet, même quand vous. Enfin bon, on utilise voilà, les filtres comme ça, même quand on se désabonne, on gagne énormément de temps, ça transfère à la bonne personne, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment pas mal. Autre dernière astuce au quotidien, on utilise maintenant Scribe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Scribe.io, mais le principe, hop, par exemple, sur Scribe, là, on va pouvoir générer des to-do, enfin pas des to-do, je vais vous faire une petite démo. Je vais vous lancer un Scribe. Hop. Ça, c'est notamment dans le cadre de la gestion de projet, quand on veut expliquer un process à un client. Je lui dis par exemple, eh ben, cher client, tu vas sur Google, tu tapes Aurelio, il est trop fort. Voilà. Tu cliques sur Aurelio, la pizza du moment. Bon, malheureusement, je ne voulais pas tomber là-dessus, mais c'est pas grave. Et après, je clique sur ça. Je fais enregistrer la publication pour plus tard, terminer. Eh bien, si je mets maintenant terminé, eh bien, je vais pouvoir envoyer un document PDF ou un truc sur comment sauvegarder un post Facebook depuis Google Chrome et qui va vous dire, bah, en gros, tu vas sur telle page, tu tapes ça,
Mais Aurélio, il est trop fort. Après, on va là-dessus et ainsi de suite, ce qui permet d'expliquer un petit peu toutes les étapes. Donc ça, notamment, ça peut vous être énormément utile pour rédiger des process, pour faire des démos d'outils, pour pouvoir envoyer des infos et faire du support auprès de vos clients et ainsi de suite. Avant, on avait Loom qui permettait d'enregistrer la vidéo et de montrer ce qu'on faisait. Mais avec ça, maintenant, je peux le partager directement et ça nous met toutes les étapes. Je peux envoyer un PDF, je peux faire la notice d'utilisation du site internet et comme ça, on a vraiment pas mal de gains de temps avec ça. Donc maintenant qu'on l'a découvert, Incroyable. ça fait pas longtemps qu'on l'a découvert, mais maintenant qu'on l'a découvert, on l'utilise un petit peu tout le temps. Donc je vous mets le lien. Du coup, c'est Scribe.ao et ça permet de gagner pas mal de trucs, de temps, pardon. Ok, ben on est pas mal au niveau de la démo des outils. Une fois que le projet est terminé, donc en gros, dès qu'on arrive à la fin du projet, tac, 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 on est bon. On va passer en mode TMA. Donc nous, chez Pilotine, après, on ouvre un autre tableau pour la TMA. Parce que pour la TMA, pour le coup, on est sur du full agile. Là, il n'y a plus de mode forfait, c'est-à-dire que le client, il a ce qu'on appelle un crédit temps, par exemple 12 heures, 24 heures, souvent c'est des multiples de 12, 24, 36 heures à utiliser chaque année avec nous. Et donc, on va faire juste un système de tickets. Il va pouvoir se connecter à Monday et il va mettre des tickets en disant, bah, il y a ce truc-là qui est buggé, j'aimerais rajouter ça, est-ce qu'on peut corriger ça, est-ce que je peux faire ci, ainsi de suite. Et du coup, on va attribuer à chaque fois un développeur, le développeur qui est le plus disponible et tout ça. Le développeur va faire la tâche et après, on dit c'est bon, il a mis son time tracking. Donc, on sait que telle tâche a pu mettre 30 minutes à être réalisée et on vient débiter les 30 minutes sur le crédit de 36 heures de notre client, par exemple. Donc, ça, c'est pour la partie TMA et les évolutions du site internet. Et pour la partie maintenance, eh ben, je vous le donne dans le mille, on utilise Umbrella. Et donc tous les mois, on va faire les mises à jour des sites internet avec Umbrella. Mais là, je ne suis pas le meilleur pour en parler. Du coup, ce que je propose, c'est que Aurélio, tu nous fasses une petite démo d'Umbrella. Ça te va? Allez, partons pour une petite démo. Heu, Qu'est-ce que la maintenance WordPress? En 2 mots, c'est la mise à jour des plugins en s'assurant que la mise à jour ne va pas casser le site, et c'est pour ça généralement que le client peut pas le faire lui-même ou alors, il le fait lui-même jusqu'au jour où il a un gros problème. C'est la réalisation de sauvegarde, c'est la surveillance de la disponibilité du site pour pouvoir intervenir si jamais le site, s'avérait être down pour une raison ou une autre. Et WP Umbrella, c'est un outil qui vous permet, grosso modo, de faire toutes ces actions de maintenance en quelques clics sur tout plein de sites. Et je vous partage mon écran. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes. Super. Donc Umbrella, c'est un dashboard qui vous sera utile si vous gérez plusieurs sites. Encore une fois, si vous ne gérez que 1, 2, 3 sites, vous pouvez globalement le faire à la main. Umbrella vous permet juste d'avoir une supervision de tout ce qui est en train de se passer sur tous vos sites en même temps depuis un seul endroit. Hem, Avec Umbrella, vous êtes au courant du temps de chargement de vos sites, donc le response time, mais aussi le Google PageSpeed Score qu'on surveille en temps réel. Si jamais votre site est down, ça s'affiche sur le dashboard et on vous envoie à la fois un email, mais on peut aussi envoyer des emails à plusieurs personnes, donc à vous, au chef de projet, aux développeurs WordPress et vous pouvez aussi configurer les alertes pour les recevoir sur Slack. Julien en a parlé, dans sa vidéo en 2023, presque toutes les agences web utilisent une stack, autour de Slack. Hem, Là, je vous parlais de la performance. Sur WP Umbrella, vous savez aussi les mises à jour que vous devez faire, à la fois les mises à jour des plugins, des thèmes ou du corps de WordPress. On fait des backups et on surveille également les erreurs PHP générées par les thèmes et les plugins. Je vais essayer de ne pas perdre tout le monde, mais grosso modo, quand on code en PHP, on génère parfois des erreurs. Souvent, ces erreurs ne sont pas graves. Ceci étant, il faut les surveiller parce qu'avec le temps et la dépréciation des versions de PHP, elles peuvent se transformer en fatale erreur et rendre votre site inaccessible. Et puis, on a évidemment un petit bouton qui vous permet de vous connecter à tous vos sites WordPress au back-end en un seul clic, ce qui permet de ne pas avoir un fichier long de 500 lignes avec les codes d'accès de tous vos clients. Donc, grosso modo, WP Umbrella, ça ressemble à ça. Vous pouvez faire une plongée dans chacun de vos projets pour avoir des données précises sur la performance
le Google PageSpeed Score, les Core Vitals de Google, l'uptime et les temps de chargement. On vous met aussi à disposition des graphiques. Voilà, vous pouvez décider si vous avez des clients à l'international, l'endroit de la zone depuis laquelle on va surveiller la performance de votre site. Vous pouvez mettre à jour tous vos plugins en quelques clics et je vous montrerai dans quelques secondes comment mettre à jour tous vos plugins sur tous vos sites en un seul clic. On vous donne accès au changelog de plugins parce que ce qu'il faut savoir, et c'est une grosse partie du travail de maintenance en fait, c'est qu'avant de mettre à jour un site WordPress, il faut lire le changelog. Il faut se rendre compte, il faut percevoir ce qui a été modifié dans la mise à jour et en déduire si ça va ou non casser votre site et si ça appelle certains changements de votre part. En fait, quand une agence, elle met à jour et elle vous facture la mise à jour d'un site WordPress, elle appuie pas simplement sur un bouton sur WP Umbrella. Elle va lire le changelog, elle va faire des modifications et elle va mettre en production les mises à jour. Voilà, et puis je vous montrerai je peux vous le montrer ici. Vous pouvez sélectionner tous vos plugins, vous déclenchez la mise à jour, ça part, et quand la mise à jour s'est terminée, vous recevez une petite notification qui vous informe que tout a été mis à jour correctement. Magique. Vous pouvez le faire par site et vous pouvez le faire, c'est ce que je vous racontais. Voilà, là il y a une mise à jour en cours donc il m'alerte. Mais vous pouvez également mettre à jour, je sais pas moi, le plugin Askimet, le Slab plugin anti-spam sur tous vos sites en un seul clic. Et on a développé une intégration avec le plugin de cache que tu utilises également, WP Rocket, qui permet de vider automatiquement le cache de vos sites après une mise à jour, ce qui permet de régler tout un tas de problèmes, notamment du UX ou de temps de chargement. Vous cliquez, ça part, et puis quand c'est terminé, vous recevez la petite notification qui va bien. Tout a été updaté, c'est magnifique. On fait également des backups tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines ou tous les mois, à une fréquence que vous êtes évidemment libre de définir ici. Et important, par exemple, important par rapport à notre positionnement, du coup, tous vos backups, ils sont bien en Europe. Du coup, pour le côté RGPD, souveraineté des données, tout le tintouin. C'est vrai que nous, exactement. on a fait attention à avoir l'intégralité des backups, nos hébergements et aussi nos partenaires qui ont des serveurs en France ou en Europe. Et typiquement, nous, tout ce qu'on utilise sur Google Drive, eh ben, on ne mettra pas d'informations confidentielles là-dessus. Tout est stocké plutôt sur ces hébergements-là. Tout à fait. Et donc les backups sont, en toute transparence, les backups sont hébergés en Belgique. Notre application est hébergée en France chez OVH et notre base de données est elle aussi hébergée en Belgique. On a choisi la Belgique parce que c'était un petit peu plus central pour l'ensemble des pays européens. En sachant que pour nous, le RGPD, c'est un élément différenciant très fort parce que tous les concurrents de WP Umbrella sont de superbes outils, mais ils sont hébergés le plus souvent aux États-Unis ou en Asie. Et c'était important de mettre à disposition des agences françaises une stack basée en Europe. Pour en revenir au backup très très rapidement, on les garde 50 jours et vous pouvez soit les télécharger et aller les stocker dans un autre endroit si jamais vous souhaitez avoir. Moi, je recommande toujours aux agences d'avoir au moins 2 sauvegardes. Certaines agences préfèrent en avoir 3, la sauvegarde hébergeur, la sauvegarde Umbrella et puis une sauvegarde en dur quelque part. Donc, vous pouvez télécharger les backups, mais vous pouvez aussi restaurer votre site en un seul clic. Ça prend X minutes en fonction de la taille du site. Généralement, ça va assez vite et ça vous permet de remettre votre site en ligne. WP Umbrella, c'est un outil qui a été conçu pour les agences et pour les freelances et on a 2 objectifs. Le premier, c'est de faire gagner du temps aux agences et aux freelances. Le deuxième, c'est de permettre aux agences d'expliquer la valeur de la maintenance WordPress à leurs clients. Parce qu'en fait, tout ce que Julien vous a montré aujourd'hui, ça répond un peu aux mêmes objectifs qu'Umbrella, à savoir gagner en productivité et pas perdre du temps à faire des allers-retours inutiles avec entre le client et l'agence, mais également diminuer la friction et s'assurer, et j'ai adoré le petit organigramme que tu as montré au début avec les 10 étapes vers la réalisation d'un projet, parce qu'en fait, ces 10 étapes, elles permettent de s'assurer à chaque moment qu'il y a un touch point avec le client, qu'il y a une communication quand c'est nécessaire. Et en fait, souvent, les agences réalisent un site
et puis elles commencent à facturer de la maintenance web à leurs clients. Et puis ça s'arrête là. Les opérations de maintenance sont faites, le client n'entend plus vraiment parler, il a un site qui marche, mais il s'en rend pas compte et il ne comprend pas pourquoi tous les mois, on lui facture de la TMA. Avec WP Umbrella, ce qui est super, c'est qu'on génère automatiquement des rapports en marque blanche, et en fait, j'ai pas activé la bonne, le bon partage d'écran, ce qui fait que je vais pas pouvoir vous afficher le rapport. Mais on génère automatiquement des rapports en marque blanche, entièrement personnalisables, qui partent automatiquement à vos clients pour les éduquer sur tout ce qui a été fait. Donc on explique à vos clients, très concrètement, combien de backups vous avez réalisé, combien de plugins vous avez mis à jour, quelle était la performance du site. Qu'est-ce que ça veut dire aussi un Google PageSpeed score à 98? Parce que parfois un client va se mettre pourquoi j'ai pas 100? Je paye, je devrais avoir 100. Et c'est plus compliqué. Et donc en fait, on fait ce travail d'éducation pour les clients des agences, main dans la main avec les agences. Ouais, c'est important, effectivement. Hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé là. J'étais surtout orienté sur le projet. La fidélisation client et la satisfaction client, ça nécessite effectivement d'avoir un maximum de communication avec lui, d'avoir des points d'étape de validation, d'avoir un point aussi où on parle de cette satisfaction. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du site? Sur quoi on pourrait s'améliorer, ainsi de suite. Et du coup, quand on est en maintenance, des fois, on a très vite fait de ne plus avoir de relation avec son client. On va faire les trucs comme ça bêtement et puis on va plus entendre parler, il va plus entendre parler de nous. Et le fait de lui envoyer un rapport et régulièrement, nous on essaie de le faire tous les trimestres, de prendre des nouvelles, de lui donner deux, trois idées de choses à améliorer, eh bien ça permet justement de fidéliser et de montrer qu'on est proactif sur le projet du client. Tout à fait. Parce que le plus important, c'est l'absence, encore une fois, c'est l'absence de frustration et la frustration, ça vient d'un manque de communication. Et encore une fois, je salue ton prospect, enfin ton processus en 10 étapes, parce qu'à chaque moment, on s'assure que le client n'est pas frustré. À chaque moment, si le client n'est pas d'accord ou s'il n'a pas compris, il doit avoir l'occasion de le manifester. Mm. Voilà. Voilà un peu pour ce qu'est WP Umbrella. C'est un outil premium qui coûte 2 par mois par site et on a un pricing pay as you go qui fait que si vous avez 2 sites, vous payez 4 le mois suivant, si vous en ajoutez 2, vous payez 8 Si vous en enlevez un, eh ben, vous ne payez plus que 6 et cetera et cetera. On a un pricing qui s'incrémente automatiquement sur la base de votre besoin. Ah là là, même pas le prix d'un café à Paris, quoi. La classe. Exactement, c'était un argument fort, moins qu'un café. Donc, et café. Alors, je vois qu'il y a il y a des questions du coup pour moi et pour toi. Olivier nous dit les clients ne vous appellent pas pour les mises à jour. Est-ce qu'ils sont assez éduqués pour passer directement sur la gestion de tickets Monday? Effectivement, ça peut être un peu compliqué. Statistiquement, on a 80% des clients qui passeront par Monday parce qu'on les aura bien formés dessus, ils ont compris l'intérêt. Et en général, on leur explique que s'ils passent par Monday, bah, on passe moins de temps au téléphone en échange de mails et donc du coup, on lui facture moins, c'est-à-dire on décompte moins de temps, ce qui est réel. Et du coup, bizarrement, ils arrivent à bien utiliser l'outil. Par contre, on a 20% de nos clients qui ont plus de mal avec cet outil-là, qui vont pas trop bien, qui vont pas l'apprécier. Et du coup, eux, ça sera du mail, du téléphone ou autre. Bah, c'est juste que nous, ça nous prend un peu plus de temps parce qu'il faut qu'on remette les informations sur Monday. Mais bon, on s'adapte bien entendu aux besoins des clients. Donc, 80% des clients qui utilisent correctement Monday, 20% qui nécessitent qu'on utilise d'autres moyens de communication. Et dès qu'il y a besoin, urgence, projet important, tout ça, on fait une visio, on fait un appel ou autre. Ça reste un bon complément. Enfin, Monday est un bon complément pour stocker l'information, pour avoir une preuve, pour avoir une trace, pour avoir un historique. Mais à chaque fois, s'il y a appel, visio ou autre, on met un compte rendu sur Monday. Comme ça, on a la trace ici. Et bien entendu, ça demande des efforts de notre part alors, pas forcément éduquer, mais de former et de faire monter en compétence nos clients sur Monday et sur l'aspect digital pour qu'ils soient d'encore meilleurs clients et qu'on soit d'encore meilleurs prestataires pour eux. Il y a Paul qui demandait pourquoi choisir un forfait heure pour la maintenance plutôt qu'une facturation à la tâche? Excellente question, Paul. Pendant les 3 premières années de pilotine, on faisait un fonctionnement à la tâche, mais du coup, ça engendre du temps parce que du coup, il faut faire le devis, il faut que le client il valide le devis, il faut qu'on dise OK, c'est parti. En gros, dès qu'on a démarré la tâche, en général, on a déjà perdu de l'argent. Donc du coup, en faisant un forfait, enfin pas un forfait, en faisant un crédit temps, le client, il est sûr d'avoir ses 12 heures dans l'année. Et imaginons, le truc de base chez nous, c'est 12 heures dans l'année. Et comme ça, dès qu'il a une demande, zéro friction. Pas de temps commercial, pas de truc comme ça. On fait la tâche et c'est décompté du temps et basta.
Ce qui est bien aussi pour eux, c'est que ça lisse le montant, parce qu'on va faire des prélèvements mensuels. Donc, plutôt que de payer 6 heures d'un coup, il va payer un petit peu tous les mois pour avoir ces 12 heures dans l'année. Et autre avantage extrêmement important dans une agence ou autre, eh ben, c'est de stabiliser son modèle économique. Donc, plus on a de contrats qui sont annualisés avec une récurrence, même si du coup on fait une petite promo en général pour avoir justement ces 12 heures, on va faire un tarif horaire moins élevé, et ben, du coup ça nous donne une vraie stabilité et la récurrence financière dans une entreprise, c'est extrêmement capital. Et encore, chez Pilotine, ça représente que 30% de notre activité, ce qui est déjà super bien, hein. Mais chez Aurelio, lui, ça va être 100%. C'est ça, Aurelio, non? À peu près, à peu de choses près. En sachant que, et je crois que tu l'as moi, de mon point de vue, le vrai truc, c'est que le temps, c'est une notion que vos clients, ils comprennent. Une tâche, qu'est-ce qu'une optimisation de performance? Qu'est-ce qu'un enfin, je veux dire, le temps, c'est un truc qui met tout le monde autour de la table et c'est hyper intéressant de parler en temps plutôt qu'en tâche. Ça permet encore une fois de réduire la frustration. Parce que vous parlez souvent les agences ne parlent pas la même langue que leurs clients et c'est quelque chose que vous faites hyper bien, Mmh. chez Pilotine. Autre question d'Olivier. Chez Pilotine, est-ce que vous décomptez les mises à jour de WordPress et la TMA? Enfin, de la TMA, pardon, les mises à jour de WordPress. Alors, donc non. Donc, c'est-à-dire l'utilisation de WP Umbrella avec on met à jour tous les plugins, ça envoie le rapport et tout ça, c'est bien entendu inclus dans ce qu'on appelle la maintenance. Par contre, la TMA, elle va nous permettre d'utiliser du temps pour corriger les bugs qui ont été engendrés par la mise à jour. Parce que le web évoluant, les plugins évoluant, WordPress évoluant, on peut pas. Enfin voilà, c'est comme demain, toutes les voitures sont obligées de passer à l'électrique. Bah, du coup, le garagiste, il va avoir du mal à vous dire, ah bah non, c'est inclus. J'avais anticipé que ça allait passer à l'électrique un jour ou l'autre. Donc non, on ne peut pas anticiper les évolutions de WordPress, les évolutions des plugins. Donc tous les bugs qui sont engendrés par des évolutions de WordPress ou des plugins, du coup, on va utiliser le crédit, donc la TMA, pour faire ces mises à jour-là. Honnêtement, ça ne représente pas énormément. Ça va être quelques minutes par-ci par-là et tout. La majorité du temps de TMA est utilisé pour faire des mises à jour, faire des évolutions ou corriger des bugs qui ont été engendrés par les utilisateurs ou par un service tiers. Par exemple, on utilise souvent Google Maps, des ERP, des CRM, des choses comme ça qu'on va synchroniser avec le site. Dès que le lien avec le CRM ou le RP il saute parce que le CRM a fait une évolution, je ne sais pas quoi, bon, on ne peut pas être tenu responsable de ça. Donc là, on utilise le temps de TMA pour faire tout ça. Et après, Aurélio, il y a une question pour toi de Paul. WP Umbrella gère également les sites WordPress installés comme via Composer ou uniquement les installations classiques? Alors aujourd'hui, on ne peut mettre à jour les plugins depuis WP Umbrella que sur des installations classiques ou en tout cas, pour le dire autrement, on gère pas la mise à jour de plugins via Composer. Très bien. Et du coup, dernière question de Julien. Si vous en avez d'autres, allez-y, il nous restera encore 2 minutes. Tu gères toutes les demandes via Monday pour chiffrer et autres, c'est bien ça? Alors, donc en gros, quand c'est des demandes récurrentes, enfin, quand c'est des petites demandes, il faut déplacer ce bouton, il faut faire ci, il faut faire ça, des micro-tâches en gros qui vont être de moins d'une demi-heure. On fait la tâche, on log le temps qu'on a passé réellement et on n'en parle plus. Ça pose de problème à personne. Enfin, on va dire, allez, 98% des clients, ça leur pose zéro problème. Il y en a toujours un qui va dire ah ouais, mais ça en fait, mais en général, voilà, ça marche dans tous les cas. Par contre, dès que la tâche elle va être assez imposante, importante, c'est-à-dire dès qu'elle dépasse 1 heure, 2 heures, ou dès qu'on est sur une demi-journée ou une journée de taf complète, et bien là, forcément, on prévient le client en disant attention, cette tâche-là, elle est un peu lourde, est-ce que vous validez bien qu'on va la faire? Et du coup, on va lui faire une estimation de temps. On va lui dire bah là, il y en a pour 3 heures, est-ce que ça le fait? Souvent, quand c'est une évolution un peu lourde, on va lui proposer deux possibilités. On lui dit toujours il y a l'option A, bah, en fait, on le fait en une demi-heure et ça répond à ça de votre demande. L'option B, ça répond à plein de trucs. Par contre, ça prend une demi-journée, laquelle vous choisissez. Et du coup, comme ça, on donne souvent le choix à notre client et on est proactif en lui disant ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Par contre, c'est des micro-tâches, on les fait sans se poser de questions et puis on enlève le temps et puis ça le fait. Ok. Et question d'Olivier. Toute ta gestion commerciale est dans ZooBooks, devis, facture, contrat, relance, ça. Exactement. Tout ce qui est devis, facture, les CGV et tous ces trucs-là. Donc en lien avec vraiment la signature. Donc on a ZooBooks pour gérer tout ça et gérer aussi notre trésorerie, gérer notre rentabilité, gérer tous ces éléments-là. On a des tableaux sur ZooBooks qui nous permettent de gérer tout ça. On voit exactement quel chiffre d'affaires, quel renta on a fait mois par mois. Et tout ce qui est relance aussi est géré avec ça et la signature électronique est aussi gérée avec Zoho. Alors et là,
En gros, nous, on est à un stade d'entreprise où on se dit on est suffisamment petit pour avoir le choix de prendre plein d'outils, en gros les meilleurs outils dans leur domaine. Vous avez vu, on jongle avec quand même pas mal de choses au final, hein. Quand j'ai montré les slides des outils, on a pas mal d'outils. Donc je pense qu'on est encore suffisamment petit pour se permettre de choisir les meilleurs outils dans chaque domaine. Plus on va grossir, et nous, l'objectif d'ici 3 ans, c'est de doubler de taille. On a fait 46% de croissance l'année dernière, donc c'est déjà top, mais on veut doubler de taille sur les 3 prochaines années. Ça va impliquer forcément à un moment ou un autre, on ne va pas se leurrer, de passer à un ERP un peu plus costaud. Si vous tapez ERP agence digitale, vous allez voir, il y en existe pas mal. Un ERP va permettre de tout faire. Devis, facture, contrat, gestion de projet, signature électronique, machin bidule. Forcément, les ERP, par contre, ils ne sont pas parfaits. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des contraintes. On ne pourra plus avoir une fonctionnalité nickel chrome pour chacun des domaines qu'on avait. Par contre, on a une vraie centralisation de tout ça. Aujourd'hui, on est encore suffisamment petit et agile pour se permettre d'avoir plein d'outils et de s'en sortir avec ça. Je pense qu'honnêtement, d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, il faudra qu'on passe à un outil un peu plus global qui nous permet de centraliser un peu plus tous ces éléments. On va devoir y passer. Je ne sais pas quelle est la taille à partir de laquelle on va devoir passer à ça. Je vous ferai un retour d'expérience avec grand plaisir, mais ça arrivera un jour ou l'autre. En sachant que peut-être avec l'AI et ce que ChatGPT va permettre, tu auras peut-être toujours intérêt dans 3 ans à garder une petite stack de super outils, super Évidemment. performants qui sont à jour, plutôt qu'un gros ERP mammouth qui aura du. C'est un peu ça, ouais. Parce que quand on parle de RP, les clients qu'on accompagne, souvent, ça va être du Salesforce, Cegid, Sage. Attends. Salesforce, Cegid, Sage et tous ces trucs-là. Ben, honnêtement, pour les voir en vrai, c'est hyper lourd. Les boîtes s'en sortent en général pour des centaines de milliers d'euros d'intégration. Ça prend 1, 2, 3 ans des fois à se déployer. Nous, la synchronisation avec le site se fait bien, mais des fois, on s'arrache 2, 3 cheveux hein, pour que ça puisse bien rentrer dans les cases, faire en sorte que tout le flux des produits arrive bien dans le site internet, tout ça. Mais il y en a, ils arrivent à tout gérer avec Salesforce, mais c'est un sacré chantier. Donc, je sais qu'il y en a qui sont dédiés aux agences web. Donc déjà, c'est pas mal. Ça permet d'un peu plus resserrer l'entonnoir. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Aurélio, que sur je sais pas, alors j'avais calculé, hein, tous les outils dont je parle, avec toutes les licences, on est à peu près sur 30 000 euros par an. Donc nous, on fait à peu près 1,5 million. Donc 30 000, ça représente non plus pas énorme pour bien gérer l'ensemble de ce qu'on fait. Mais voilà, on est quand même sur un budget total de 30 000 euros. Donc si on se dit, on met ces 30 000 dans un ERP, je suis d'accord avec toi que l'ERP va faire 60% de ce qu'on veut et il y a 40% qu'on devra continuer à mettre du Slack, à mettre ça, à avoir du Notion à gauche, à droite pour justement pouvoir gérer tous ces éléments-là. Bon, je pense qu'on est pas mal. Assis, dernière question de Olivier. Quel outil utilisez-vous pour les recettes de sites? Pour resetter les sites web, on passe par Monday. C'est-à-dire qu'on ouvre une board, on ouvre un petit truc qui s'appelle pré-prod. Et du coup, nous, en interne, comme le client, on met tous les éléments en disant, voilà, il y a ça à améliorer, il y a ça. En responsive, là, ça marche pas trop, et ainsi de suite. Et du coup, on gère l'intégralité des retours de la pré-production, donc avant que le site soit en production, sur notre Monday directement. Top. Bon. Merci Aurélio pour l'animation aujourd'hui. Merci à toi, c'était hyper intéressant. Je pense que eu égard à toutes les questions qu'il y a eu, c'est un sentiment qui était partagé par les participants. On va en faire un super article, Yes. et je te souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On a d'autres webinars avec Pilotine et avec Aurélio qui vont être organisés très prochainement. N'hésitez pas à aller sur la page ressources, nos webinars gratuits sur le site de Pilotine. Je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez vous inscrire à tous ces liens-là, tous ces webinars-là qui, comme je vous l'ai dit, nous, c'est totale transparence. On partage tout. On n'a rien à cacher parce qu'on sait que en partageant, les autres nous envoient aussi en retour. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, allez-y, lâchez-vous, dites-nous tout. Et n'hésitez pas à partager votre stack et tout, à m'ajouter sur LinkedIn. Et si vous voulez, on peut en discuter avec grand plaisir. Excellente journée. À plus. Ciao, Salut ciao. tout le monde!